je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Une édition particulière cette semaine encore, en plein second tour des élections municipales en France. Nous avons donc choisi de placer ce magazine sous le signe du voyage. Voyage à travers l'histoire d'abord, avec l'incroyable épopée du grand obélisque de Luxor. Il trône depuis plus de 2 siècles en plein cœur de Paris. Nous nous rendrons également en Sardaigne, où les habitants semblent avoir percé le secret de la longévité, avec, vous le verrez, un nombre de centenaires qui intrigue les scientifiques. Et puis la Méditerranée vue du ciel, en compagnie de Yann Arthus-Bertrand. Le producteur a signé les images d'un documentaire diffusé sur France 2 et désormais disponible sur Internet. Mais pour commencer, un portrait insolite, celui d'un imam en Turquie qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté auprès du pouvoir en place. Ahmet Muhsin Tuzer chante les louanges de Dieu sur un air pop-rock. Avec son physique de crooner, il y a de quoi déstabiliser les fidèles. Ça ressemble à du Eros Ramazzotti turc. Mais ce chanteur n'a rien d'un crooner chamallow-italien. Ahmet Muhsin Tuzer est un rocker hors du commun, c'est un imam sunnite qui mélange musique soufie et pop musique. Ne gökte ne de yerde Taş mıyım toprak mı Mana yönü. Si la musique que vous créez affecte spirituellement les gens de manière positive, alors c'est comme si vous rendiez grâce à Dieu. C'est pourquoi Rumi, le poète persan soufi qui était derviche tourneur, conseillait aux fidèles d'écouter de la musique et de tourner sur eux-mêmes. Tourner sur soi-même, c'est une danse divine. En studio, celui qu'on surnomme l'imam rocker a enregistré une chanson traditionnelle qui a près de 1400 ans pour lui insuffler une touche de modernité. Je veux montrer aux gens ce que l'islam signifie. L'islam est une religion internationale, une religion ancrée dans la société qui véhicule des valeurs d'amour, de respect, qui touchent toute l'humanité. Quand il n'est pas en studio ou sur scène, l'imam officie à la mosquée de Pınarbaşı, un petit village du sud de la Turquie, près d'Antalya. La démarche artistique et spirituelle plaît beaucoup aux fidèles de sa mosquée, mais les autorités religieuses ne voient pas tout cela d'un très bon œil. Nous avons lancé une enquête au sujet de cet imam, pas au sujet de sa musique, mais au sujet de son devoir en tant que religieux. Il a donné un concert et nous voulons savoir s'il avait bien toutes les autorisations nécessaires. Nous voulons également savoir s'il en a tiré des bénéfices financiers. L'album de l'imam rocker devrait sortir dans les prochains mois. Pour le moment, c'est sur Internet et les réseaux sociaux qui cartonnent. Le religieux chantant est décidément très moderne. Une belle histoire à présent, celle de ce pêcheur palestinien qui a fait une découverte miraculeuse il y a quelques semaines sur une plage de Gaza. Une statue antique du dieu grec Apollon, estimée à 250 millions d'euros. Un trésor pour ce territoire parmi les plus pauvres du monde. Le port altier du dieu grec Apollon n'a presque pas souffert des 2000 ans qu'il a passé enfoui. 500 kilos de bronze déposés sur ce matelas de fortune. Un trésor remarquablement préservé, retrouvé par ce pêcheur sur une plage de Gaza. Il a fallu qu'on s'y mette à 5 pour le sortir du sable et qu'on le transporte sur une charrette. Quand je suis arrivé chez ma mère, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette vieillerie ?» Une vieillerie estimée à 250 millions d'euros tout de même. Une découverte majeure selon cet archéologue. C'est comme si quelqu'un vous demandait le prix de la Joconde au Louvre. Cela n'a pas de prix. C'est une pièce tout simplement unique. Une sculpture très vite saisie par le Hamas au pouvoir à Gaza. Considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, le mouvement islamiste y voit l'occasion rêvée de nouer des contacts avec certains grands musées comme le Louvre à Paris.
Un casse-tête diplomatique en perspective pour les experts du monde entier qui espèrent un jour se pencher sur cet antique trésor. Autre merveille de l'Antiquité, l'obélisque de la place de la Concorde à Paris. Avant de devenir l'un des monuments les plus admirés de la capitale, le monolithe a effectué un voyage de 12 500 km depuis l'Égypte. Une prouesse technique pour l'époque que retrace une exposition au musée de la Marine. C'est le plus vieux monument de Paris. Il a plus de 3000 ans. Sculpté à l'époque de Ramsès II, l'obélisque de Luxor est posé place de la Concorde, dans l'axe des Champs-Élysées, depuis 1836. Transporter un bloc de granit de 230 tonnes, sans le briser, de l'Égypte jusqu'en France, cette aventure extraordinaire a commencé ici, sur les rives du Nil, et elle a duré 7 ans. Il y a 3300 ans, voilà à quoi ressemblait l'obélisque et son frère jumeau devant le temple de Luxor. En 1829, au milieu des ruines, les deux monuments sont toujours debout. Le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali, les offre à la France. Il faut 2 ans de préparatifs avant de déplacer l'obélisque. Les Français inventent ce système inédit de levage avec cordes et poulies, mais il y a un problème. On leur dit qu'ils pourront trouver de la main-d'œuvre, mais rien d'un point de vue matériel. Pas de bois, pas de fer, pas d'outillage. Donc ils emportent tout ça. Tout doucement, le bloc de pierre est placé à l'horizontale et posé sur des rondins de bois. Il faut plusieurs semaines pour parcourir 400 mètres seulement jusqu'au bateau qui le rapportera en France. Un navire conçu pour l'occasion. Il doit avoir le fond plat pour porter l'obélisque. Il doit avoir des mâts démontables parce qu'il va naviguer sur la Seine, donc passer sous les ponts. Il doit pouvoir quand même tenir la mer. Le bateau quitte l'Égypte pour un voyage de 2 ans. Première escale, Toulon. Mais pas question de débarquer l'obélisque qui pourrait se casser. Alors le navire vogue jusqu'au Havre, puis remonte la Seine. Aujourd'hui, le monument trône au centre de la place de la Concorde. Un lieu symbolique de la Révolution française. C'était assez joué d'avance que ce serait à la Concorde. Ça permettait aussi d'effacer le souvenir de la guillotine révolutionnaire. Là où Louis XVI a été décapité, le roi Louis-Philippe veut rassembler les Français. 200 000 Parisiens assistent à l'érection de l'obélisque le 25 octobre 1836. Pendant 7 ans, ils ont suivi dans la presse cette aventure exceptionnelle. Pas question de rater le triomphe national. La réussite de la technologie française, premier pays à aller chercher un monolithe de 230 tonnes et le réédifier sans le briser sur un autre continent. Une réussite à quel prix? 1 million de francs de l'époque. Un voyage si cher, si compliqué, que le deuxième obélisque n'a jamais quitté l'Égypte. Ils n'ont pas l'âge de l'obélisque de Luxor, mais font quand même figure de référence. En Sardaigne, les centenaires sont légion, une spécificité qui intéresse les scientifiques et se sont notamment penchés sur le cas d'une famille qui a intégré récemment le livre Guinness des records pour sa longévité. Dans ce village se trouve le secret de la jouvence. À 87 ans, Vitalio Melis tient une forme olympique. Pour moi, c'est rien, je suis en pleine forme. Et les matins d'hiver n'y changent rien, cet ancien facteur fait tout au pas de course. Et c'est comme ça, tous les matins depuis toujours. Je me lève très tôt. Vers quelle heure? Vers 6 heures. Le frère de Vitalio, Adolphe, a 90 ans. Ce matin, tous les deux nous conduisent chez la doyenne du village, leur sœur. Elle habite un premier étage sans ascenseur. Consola a 106 ans. Du village, elle se souvient de tout, de l'arrivée de la première voiture en 1933, de celle du téléphone, de l'eau, de l'électricité. La mémoire aussi vive que l'œil perçant. Et elle confirme pour elle le secret de la longévité, c'est l'activité. Écoute, j'ai commencé à travailler, j'avais 10 ans. Je portais de l'eau, je lavais le linge, j'ai appris à faire du pain. J'ai toujours travaillé. Un exemple suivi par tous ici. Adolphe a oublié de prendre sa retraite, il tient toujours son café. Et c'est comme cela qu'avec ses 8 frères et sœurs, il est entré dans le Guinness des records.
Antonio, 94 ans. Claudia, 100 ans. Consola, 106 ans. À nous tous, on a 828 ans. Ça fait quasiment un millénaire. Adolphe va nous livrer l'autre secret qui expliquerait cette capacité à vivre vieux. C'est à table que cela se passe. Et les tenants du régime crétois n'ont qu'à bien se tenir. Les frites, on va les manger maintenant avec des œufs. Il ne faudrait se priver de rien. Pour la sauce, il y a de la viande hachée, des oignons, de l'huile et 3 mozzarella. Le tout arrosé d'un vin du cru. Évidemment, ce phénomène, la science l'ausculte de très près. Une équipe de généticiens effectue des prélèvements toutes les semaines dans toute la Sardaigne. Les échantillons ADN sont ensuite analysés et stockés dans une banque qui contient 2000 empreintes génétiques de centenaires. Premier constat, en Sardaigne, c'est un phénomène qui existe depuis des siècles. Ici, il y a des centenaires depuis 2000 ans, depuis le 2e ou le 3e siècle. On a même certifié un centenaire qui a vécu entre les 18e et 19e siècles jusqu'à l'âge de 124 ans. Pour ce qui est de la formule exacte de l'élixir de jouvence, les chercheurs n'ont toujours rien trouvé. En Sardaigne, on dit simplement qu'il suffit de vivre au grand air pour vivre vieux. Il y a quelques semaines, cette image a fait le buzz sur Internet. L'échouage spectaculaire de ce ferry dans le port d'Aliaga en Turquie est en fait volontaire. Un accostage des plus surprenants pour ce navire voué au démantèlement. Ces bateaux-là, en revanche, n'ont rien d'épave. De plus en plus de bateaux de croisière de luxe font escale à Marseille, une ville méconnue qui séduit désormais les touristes, notamment grâce à son port. Ils font battre le cœur de Marseille. Comme tous les matins, les pêcheurs rentrent au port pour y vendre les poissons qu'ils ont pris. Plus de 20 ans qu'Olivier Begliomini exerce ce métier, celui de son père déjà, avec toujours le même bonheur quand il arrive dans le port. Le plus beau port du monde. Et quand vous naviguez, ça vous fait plaisir ? Ah carrément, oui. De voir cette ville belle comme ça me fait trop plaisir. Hélène Vanny est fière. Voici 5 générations que sa famille est dans la pêche, mais elle s'inquiète. Il y a une guerre entre la communauté urbaine de Marseille et la mairie de Marseille. Et la communauté urbaine de Marseille voudrait bien installer à la place des barques marseillaises de pêcheurs des yachts qui payent à la journée, quoi. Voilà, ils voudraient faire rentrer un peu d'argent. Les yachts n'ont pas encore envahi le port, mais les bateaux de croisière y jettent l'ancre de plus en plus souvent. Marseille est devenue la première escale française. Ce matin-là, le Nautica a le privilège d'accoster au cœur de la ville, au pied du nouveau musée, le Mucem. Tout est fait pour attirer les croisiéristes. Laetitia Turc-Baron, agent maritime, va s'occuper de l'escale de ce bateau de luxe américain. Il a à peu près 670 passagers. Et là, il arrive de Portofino et demain, je crois qu'il est à Barcelone. À bord, des passagers venus de l'autre côté de l'Atlantique. US, America. Seattle, Washington. Toronto, Canada. Pour ces touristes, ce voyage en Europe est une aventure. Marseille, une ville inconnue. Que connaissez-vous de Marseille? Pas grand-chose. C'est un grand port. C'est tout ce que je sais. À la guide, Stéphanie Hérault, de combattre les préjugés. Les Américains ont cette image de Marseille comme nous avons de Chicago par exemple, aux États-Unis, voilà, et qui n'est pas du tout voilà, une ville dangereuse. Voilà, une ville dangereuse, alors que c'est comme dans la plupart des grandes villes, elle n'est pas aussi dangereuse qu'ailleurs. Les croisières font revivre le port. Plus d'1 million de passagers ont débarqué à Marseille cette année. Plus 30% de fréquentation en un an, un record. Et quand ils découvrent le port marseillais, les touristes s'extasient. Cette lumière, ce soleil, la mer, nous avons un coup de foudre, c'est fantastique. Mais il existe une autre partie du port, interdite aux touristes. C'est le port autonome, réservé au commerce. Depuis la capitainerie, Amaury de Maupoux gère le plus grand port de France. Avant, cet officier naviguait sur le voilier Club Med 2. Désormais, il commande le port de Marseille et Fos-sur-Mer.
Le port de Marseille, c'est 2 bassins. C'est les bassins Est, donc qui sont situés à Marseille, et les bassins Ouest qui sont dans le golfe de Fos. Donc les bassins Est, c'est environ 8 millions de tonnes par an, et les bassins Ouest, environ 76 millions de tonnes par an. 9000 personnes travaillent sur le port qui génère près de 40 000 emplois indirects. En 2015, les plus gros navires au monde pourront y être réparés dans une fosse de presque 500 mètres de long. Un port qu'il a fallu reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Avant d'être chassés de Marseille, les Allemands ont massacré le port. Ici, c'est le grand bassin de Radoub qu'ils ont obstrué par des cadavres de bateaux et qu'il s'agit de déblayer et de mettre en état. Depuis la libération, Marseille a vu renaître un trafic important, mais il reste encore de grands travaux à accomplir. Aujourd'hui, sur le Vieux-Port, ce sont les petits bateaux qui charment le regard. 3400 embarcations ancrées là parfois depuis des générations. Toutes gérées par les clubs nautiques qui regroupent pêcheurs et plaisanciers. Michel Lamberty dirige l'Union nautique marseillaise. Et pour lui, pas question de perdre les traditions. Je dirais que c'est une manière un petit peu d'entretenir de façon intense et positive un lien social, quoi, parce que justement tous les gens, vous voyez, côte à côte se côtoient et là il n'y a plus de classe sociale. Il peut très bien avoir, je parlais tout à l'heure du patron d'entreprise qui va avoir un gros voilier, mais il peut aussi avoir une barquette, il a le droit. Donc, et les gens se retrouvent comme ça, les uns à côté des autres, à parler de pêche et de sortie en mer, et puis voilà. Le Vieux-Port est la meilleure carte touristique de Marseille. Il a été rénové et rendu aux piétons. Aujourd'hui, c'est ici que la ville construit sa nouvelle image. Et si Marseille veut jouer la carte du tourisme, Rome reste une destination incontournable en la matière. Dans la capitale italienne, la Dolce Vita n'est pas un vain mot. Allez, partons tout de suite pour un week-end à Rome avec les Romains. Vendredi 17h, la nuit tombe sur Rome. Un rituel immuable commence, on met du soleil dans les verres. À l'apéritif, on parle autant avec la bouche qu'avec les mains. Et pour les cocktails, on ne manque pas d'imagination. Il faut dire qu'ils débrident la conversation. À table ce soir, il y a Monica, Christiane, Oscar, Christina, commerçants, hôteliers, employés. Pour eux, cette tradition de l'apéritif a 2 vertus. Lancer le week-end en s'offrant un repas de fête pour quelques pièces, 7 € pour un verre et des toasts à volonté. L'apéritif, c'est un moindre coût pour un rendement maximal. Ça permet de laisser la semaine de travail derrière soi et d'oublier les problèmes et la crise. Ici, les difficultés de la vie sont quand même un peu plus douces. Novembre, on peut encore profiter de la plage. Nous sommes à 20 km du centre de Rome. C'est samedi et c'est une autre tradition pour Monica et ses amis. Partager un spaghetto. On le dit au singulier à Rome, même si ce ne sont pas forcément des pâtes que l'on mange, mais du poisson et des fruits de mer. On peut tout reprocher aux Romains, sauf de ne pas profiter de la vie. Et ça remonte au temps des Romains. Mais à Rome, le week-end ne s'égrène pas seulement qu'au rythme des nourritures terrestres. Pour l'esprit, il y a également une religion. Le foot et l'AS Roma. Même quand il pleut, Christiane ne rate pas un rendez-vous. Et il n'est pas le seul. Il s'est même fait tatouer la louve, le symbole de la ville et du club, sur le poignet. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la Roma, on la supporte. Ça ne se discute pas. Un Romain, quand il parle de son club, ça lui met l'eau à la bouche. Et tout ça a une vertu. Quand le dimanche soir arrive, on sait que tout recommencera à l'identique le week-end prochain. Et décidément, la Méditerranée regorge de destinations idéales pour passer un week-end. C'est le cas aussi de Barcelone, qui reste l'une des villes les plus attractives pour un court séjour. Le mieux pour découvrir la belle Catalane est encore de se fondre parmi ses habitants. Le marché, ici, est une institution. Il y en a plus d'une quinzaine à Barcelone, tous couverts. Neus et Jordi Sanosa habitent à côté idéal de la Concepción depuis presque 30 ans et ils connaissent tous les commerçants. Ici, ils apprécient les produits frais et achètent pour la semaine. Une sèche que je vais poêler avec des pommes de terre pour demain. Et puis on a acheté une raie
Je vais la congeler et je la garderai pour la semaine, pour le dîner. Ce n'est pas un marché pour touristes, c'est un vrai rendez-vous de quartier. On se retrouve avec une amie du quartier, on fait nos courses et puis on se pose pour prendre le petit déjeuner au bar. C'est ce que j'aime le samedi. C'est le rituel de chaque samedi. Le week-end des Barcelonais se passe souvent entre mer et montagne. Le ski, bien sûr, à 2 heures d'ici, mais plus près, la course, le vélo. Il y a la longue piste de Collserolia. Le soir, on y croise même des sangliers. Et par tous les temps, ces amis-là se donnent rendez-vous pour une trentaine de kilomètres, 400 mètres de dénivelé, le plus souvent entre hommes. Les femmes, elles sont à la maison, ou elles font les courses. Le vélo, c'est une excuse pour aller boire entre amis après ? Boire non. On prend juste une bière quand on a fini. Seulement ? Oui, on la mérite. Une ou deux. Personne ne se mettra à table avant 15 heures. L'apéritif, c'est au bar, entre amis, en famille, même seul, car on ne le reste jamais longtemps. Un vermouth ou une bière et surtout les patatas bravas, la fierté de l'établissement. Ne parlez pas de vulgaires frites, pour eux, ça n'a rien à voir. La façon de les faire, c'est spécial. On ne les trouve pas ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Et la sauce aussi, ouais. Bon, la sauce, il y a le alioli. Et puis il y a l'autre sauce qui est plus piquante, on dit. Ils sont légendaires, ces frites-là. Barcelone et son agglomération comptent 5 millions d'habitants, 2 fois moins que Paris et sa couronne. Tout ici semble plus accessible, même la mer. Je connais bien des plages importantes dans d'autres grandes villes, mais comme celle-là, aucune. Aucune ne possède une plage aussi proche du centre. Les Barcelonais ne profitent réellement de leur plage que depuis 20 ans. Ce sont les grands travaux des Jeux Olympiques de 92 qui ont remodelé le visage maritime de cette capitale catalane. Autre destination de rêve, Malte et ce joyau méconnu, Mdina, au centre de l'île, dont le nom vient de l'arabe Médina. Il faut dire qu'ici, les invasions successives ont laissé des traces, dans l'architecture notamment, une architecture qui raconte une histoire d'une incroyable richesse. La ville est perchée sur la plus haute des collines, en plein cœur de Malte. Mdina, la citadelle, est l'ancienne capitale de l'île. Les premières fortifications datent des Phéniciens. De ce promontoire, les habitants pouvaient repérer et surveiller d'éventuels envahisseurs. Et il y en a eu. Les petits Maltais l'apprennent à l'école. Les Arabes, les Romains, les Espagnols, les Français et puis les Anglais ont convoité ce territoire. Ce qui explique la formidable diversité dans l'architecture, visible à chaque coin de rue. Regardez, ce palais sicilien date du XIIe siècle. À quelques mètres, un bâtiment baroque du XVIIIe. Et puis plus loin, cette maison de style néo-gothique anglais du XIXe. Des influences différentes, mais avec harmonie. Le fait que c'est la même pierre qui est utilisée, la pierre calcaire globigérine, ça donne une unité dans cette ville. Il n'y a pas que la beauté de la pierre qui frappe le visiteur. Il y a aussi ces ruelles étroites et tortueuses. Construite pour dissuader les envahisseurs, mais aussi pour apporter de l'ombre et de la fraîcheur sous le soleil de Méditerranée. Il n'y a que 270 habitants dans la cité, et parmi eux des artisans qui travaillent ici depuis plusieurs générations. Horace Farrugia restaure de magnifiques miroirs et des statues en or à la manière de ses ancêtres. Avant, on travaillait exclusivement pour l'Église et les nobles. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Mdina est la magnifique cathédrale Saint-Paul, du nom de l'apôtre qui a vécu ici à la suite d'un naufrage en 60 après Jésus-Christ. Mdina, un nom qui vient de l'arabe, on l'appelle aussi la cité du silence. Ce silence que les 5 frères du monastère de Carme cultivent au quotidien. C'est comme si notre vie, nos valeurs, notre religion transpiraient de chaque pierre de cette maison. Et l'on ressent beaucoup de paix et la présence de Dieu. Mais pour vivre heureux, les riches familles préfèrent rester cachées. Mis à part celles que l'on a transformées en hôtels de luxe ou en musées, les demeures ne livrent pas leurs secrets facilement. Le maire de la ville a accepté de nous ouvrir les portes de son palais familial.
Beaucoup de maisons à Mdina ont été transformées. Il est difficile de les dater avec précision. Combien de mètres carrés ici? Je vous avoue que je n'ai jamais calculé. Mais il doit y avoir environ 40 pièces. 6 générations de l'une des grandes lignées de la noblesse maltaise ont vécu ici. Un palais, comme la plupart des autres, doté d'une richesse artistique exceptionnelle et d'une valeur inestimable. Cette Méditerranée mystérieuse et lumineuse, Yann Arthus Bertrand l'a sublimée dans un documentaire diffusé récemment sur France 2 et désormais visible sur Internet. Grâce à de superbes images aériennes qui sont devenues sa signature, le photographe offre un visage inédit de la Méditerranée, notre mère à tous. Une magistrale leçon d'histoire et de géographie vue du ciel. Au commencement, il y avait une mer, la Méditerranée. Littéralement, son nom signifie « la mer au milieu des terres ». 27 000 ans de bouleversements géologiques, dont les fumées du Stromboli témoignent encore. De l'archipel de Santorin en Grèce au rivage d'Afrique, les caméras de Yann Arthus Bertrand ont survolé Alexandrie, le désert de Libye, juste au-dessus des 427 millions d'habitants qui peuplent le bassin méditerranéen. De ce regard vertical jaillit une autre approche de la région, d'autres couleurs. Et pour le producteur, une idée à transmettre. On a perdu un peu l'histoire naturelle de la Méditerranée. On en a fait une histoire qu'humaine, de civilisation et de conflits. On parle pas beaucoup de la nature, qui est bien plus importante que nous. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans ce film. Et puis dans ce film aussi, ce qui est important, c'est de voir tout ce qui est sorti de cette Méditerranée. Le commerce, la démocratie, l'agriculture. C'est fou, c'est l'invention du monde en Méditerranée. La Méditerranée, 24 pays. Le Liban et ses neiges éternelles. D'autres que l'on fuit, comme la Libye et la ville fantôme de New Benghazi. Une cité abandonnée avant d'être achevée, sinistrée par la guerre et la sécheresse. Et puis il y a les lieux où l'on se presse. L'Italie. Ou Dubrovnik en Croatie. Chaque année, un tiers des touristes de la planète convergent vers le soleil de Méditerranée. De très belles images qui démontrent une fois encore l'incroyable diversité de la Méditerranée. Et en parlant de mers et merveilles, on se quitte avec une plongée dans un monde microscopique absolument extraordinaire, celui du plancton. On ne le sait pas, mais il est à l'origine de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Les scientifiques en ont répertorié 250 000 espèces. On vous offre donc les images de ces créatures grossies des milliers de fois au microscope. Au revoir, passez une très belle semaine.